Président, chers maîtres, chers confrères. Donc je vais vous présenter des travaux que nous avons effectués dans le service de M. Sterckers, notamment l'utilisation de la navigation assistée par ordinateur et l'association avec le monitorage du nerf facial en continu dans la chirurgie de la base du crâne latéral, et voir comment ces nouveaux méthodiques peuvent s'intégrer pour une chirurgie orthologique robotisée. Donc, commençons par la navigation. Nous utilisons le système DigiPointer, qui est un système de localisation chirurgicale électromagnétique qui a été conçu pour la chirurgie endoscopique nasocinusienne. Il nécessite un scanner sans marqueur externe en préopératoire et il utilise un récalage cutané surfacique périorbitaire. Et le récepteur, en ce qui concerne la chirurgie sinusienne, c'est un bandeau frontal, et pour la chirurgie de la base du crâne, c'est plutôt un buccostate qu'on insère entre les molaires. L'émetteur, comme vous pouvez voir dans cette photographie, c'est un instrument universel qui est adapté à une pointe droite, qui est utile pour la chirurgie de la base du crâne. Et très important, c'est un système qui permet un affinage pendant la chirurgie. Donc, pourquoi nous avons besoin d'affiner la navigation? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le DigiPointer a été conçu pour la chirurgie endoscopique. Donc, le récalage surfacique est périorbitaire. Et donc, la distance entre le récalage surfacique et la zone d'opération fonctionne comme une amplification d'erreur. Et cela a été étudié par notre équipe, et on a réussi à avoir une précision autour de millimètres en rajoutant une vis en titane. Cette vis en titane, qui est posée la veille de l'intervention sous anesthésie locale, permet donc d'affiner la navigation et permet d'atteindre une précision d'environ 1 millimètre. Donc, les conclusions de ce travail, qui a été publié en 2009, montraient que le récalage surfacique était insuffisant pour la navigation dans l'os temporal, car on avait une erreur d'environ 6 mm, que pour la structure de l'oreille interne n'est pas acceptable. On avait aussi essayé d'utiliser des repères anatomiques pour améliorer cette précision, mais cela n'avait pas été très satisfaisant. Et par contre, l'utilisation de cette vis permettait une amélioration de la précision qui était de l'ordre de 1,13 mm. Et dans ce même étude, les auteurs envisageaient des modifications, notamment au niveau du récepteur, pour améliorer la précision et surtout la stabilité. Pourquoi la stabilité? Parce qu'en fait, quand on utilise le buccostate dans la chirurgie assistée par ordinateur, si par malchance on a un déplacement de ce buccostate qui se trouve entre les molaires pendant la chirurgie, cela entraîne en fait une dérive du système. Et donc, ça fait que nous ne pouvons plus utiliser cette navigation pendant l'intervention. Donc, la deuxième étape pour améliorer la navigation dans la chirurgie de la base du crâne était celle d'utiliser cet capteur en ancrage osseux qui présente deux petits trous pour des vis et qui fait un ancrage au niveau de l'os pariétal. Comme ici, vous pouvez voir dans cette diapositive, bien sûr, on le met après l'induction de l'anesthésie. Il faut que ce soit à côté du champ opératoire pour qu'on puisse calibrer d'abord et affiner les instruments en péropératoire. Et ici, vous pouvez voir la situation une fois les champs opératoires ont été posés avec le capteur ancrage osseux qui est proche du champ opératoire. Ici, vous voyez la position de la vis en titane pour une voie d'abord suspétreuse, et ici plus en arrière pour une voie translabyrinthique ou transpétreuse.
Nous avons choisi de faire exactement le même protocole que le premier étude du 2009. Cela nous a permis de bien comparer les résultats. Donc nous avons inclus 10 tumeurs de la base du crâne opérées par voie translabyrinthique. Le protocole du scanner après la mise en place de la vis en titane était exactement le même, c'est-à-dire des épaisseurs de coupe 0,25 tous les 0,25 mm. Et aussi les repères anatomiques, notre target était les mêmes pour pouvoir comparer les résultats obtenus de ces deux différentes études, notamment donc, la courte apophyse de l'enclume, le bouton de l'étrier, la fenêtre ronde, le bord dentaire inférieur, la fossette vestibulaire supérieure et le bord postérieur du porus. Voici les résultats en ce qui concerne la précision. En bleu, vous avez les résultats avant l'affinage avec la vis, et en rouge, vous avez les résultats après l'affinage de la vis. Et déjà, dans cette diapositive, vous pouvez bien voir que l'affinage avec la vis est encore indispensable malgré l'utilisation du capteur ancrage osseux. Cela parce que en fait, cette erreur qu'on a avant l'affinage dérive du fait que la régistration surfacique, ça se fait en périorbitaire, donc à distance du site opératoire. Et bien sûr, les différences avant-après sont statistiquement significatives pour tous les repères. Donc, en comparant les résultats des deux études avec le bucostat et avec le récepteur ancrage osseux, on note une amélioration importante de la précision qui est maintenant inférieure à 1 mm. Et ces différences sont statistiquement significatives que pour un repère, mais cela dépend en fait du faible nombre de patients inclus dans cette étude. Donc, dans cette même étude, ce que nous avons fait après, donc avec ces deux modifications, donc la vis et l'utilisation de l'émetteur ancrage osseux, nous avons inclus 31 patients à partir de janvier 2010 jusqu'à septembre 2011, et nous avons inclus des patients opérés par les différentes voies d'abord pour voir dans je dirais la vraie vie comment la navigation pouvait être utile. Donc, dans la très grande majorité des cas, il s'agit de voies d'abord suspectreuses ou voies de la pointe, qui reste encore l'indication principale pour la navigation assistée par ordinateur. Après, nous l'avons utilisé aussi pour devoir rétrosigmoïde pour voir si on avait bien atteint le fond du côte auditif interne. On l'a utilisé dans des cas de voies infralabyrinthiques et infratemporelles. Et en ce qui concerne la pathologie, il y avait toute la pathologie de la base du crâne, échouement vestibulaire, tumeur du nerf facial, granulome à cholestérine, etc. Donc la conclusion de cette étude, c'était que déjà il était très facile à installer, et ça c'est un point qui est très important. Pourquoi ? Parce que la chirurgie de la base du crâne, notamment, c'est une chirurgie qui peut durer longtemps. Donc si on a quelque chose qui s'installe facilement, ben, c'est bien sûr plus intéressant. Il n'y a pas eu de dérive du système, c'est-à-dire que le récepteur ancrage osseux, étant donné qu'il est ancré à l'os, n'a pas bougé, et donc cela a permis aux chirurgiens de s'en servir pendant toute la durée de l'intervention. Et bien sûr, dans cette deuxième étape, la précision a été évaluée plutôt visuellement, parce que bien sûr, nous ne pouvons pas ouvrir un cochlée dans une voie suspectreuse pour vérifier si le navigateur avait raison ou pas. Et nous n'avons pas observé de complications par la pose de ce récepteur, notamment des hématomes, infections du site opératoire, etc. J'ai un tout petit vidéo
Donc, là, c'est une vidéo d'une granulome à cholestérine récidivante. Et ici, en fait, on voit la voie précédemment effectuée avec le nerf facial qui est complètement déhissante. Et on voit très bien comment la navigation est fiable. Cette vidéo, c'est une voie d'abord sous spectrose. Le digipointeur, dans ce cas-là, est utilisé pour localiser le conduit auditif interne. Et une fois que le conduit auditif interne est localisé, voici le conduit auditif interne, nous en servons pour vérifier qu'on a bien atteint le fond du conduit auditif interne, comme vous pouvez voir de cette image. Et bien sûr, la distance de la cochlée et du canal semi-circulaire supérieur aussi évaluée. Ça, c'est un cas de récidive de granulome à cholestérine opéré par voie rétrolabyrinthique, infralabyrinthique, pardon. Et vous voyez ici, c'est un granulome à cholestérine qui a multiples implémentations, ce qui pourrait expliquer la récidive de ce granulome à cholestérine. Donc l'espace est extrêmement étroit entre le nerf facial ici et le golfe de la jugulaire en bas. C'est un endroit d'à peu près 3 mm. Et vous voyez qu'avec le digipointeur, on s'assure d'avoir ouvert toutes les supplémentations du granulome à cholestérine. Et donc on se met dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait plus de récidive. Voilà, maintenant, la deuxième partie de ma présentation sera sur le monitorage péropératoire du nerf facial intrapétreux et ce monitorage sera bientôt couplé avec la navigation et avec le robot pour une chirurgie otologique complètement robotisée. Donc nous avons effectué un travail qui a été publié en 2012 sur l'utilisation d'une fraise stimulante en continu le nerf facial qui s'appelle le Steambergard et qui vous pouvez voir dans cette photo, c'est cette petit outil gris qui est adapté en fait à un moteur otologique à grande vitesse. Cette moteur otologique à grande vitesse se connecte après à la console ICP et au système de monitorage classique NIM2 au 3.0. Pardon. Les mesures ont été effectuées avec des fraises diamantées de 6 mm à 4 mm et nous avons comparé ces résultats avec les résultats qu'on obtient avec la stimulation classique du nerf facial monopolaire. Et la seuil de la réponse était fixée, comme toute la chirurgie otologique, otoneurologique, à 100 microvolts. Donc, nous avons inclus dans cette étude 35 patients qui a été opérés par voie translabyrinthique avec une fonction faciale normale en péropératoire. Et ces 35 patients étaient divisés en 3 groupes. Le premier groupe comprenait 5 patients. La stimulation, la courante de stimulation était fixée à 3 mA et une fois qu'on avait la première stimulation du nerf facial, on analysait visuellement dans quelle région de la mastoïde nous étions. Après, nous avons baissé la seuil de stimulation à 2 mA, toujours en repérant l'endroit où il y avait la première stimulation du nerf facial. En ce qui concerne le groupe 2, qui comprend 15 patients, la stimulation, cette fois-ci, a été fixée à 1 mA. Et le fraisage de la troisième portion du nerf facial s'est arrêté au moment où on avait la première stimulation du nerf facial sur toute sa longueur. Et en ce qui concerne le groupe 3, nous avons effectué une voie translabyrinthique classique avec exposition du canal du Fallope comme on fait d'habitude pour cette voie d'abord. Et une fois que le chirurgien était estimé le fraisage suffisant, nous avons mesuré cette fois-ci le seuil de stimulation. Et à la fin de la voie d'abord, dans les groupes 2, 3, donc avec une stimulation de 1 mA au sans stimulation, le chirurgien notait s'il y avait une déhiscence, donc une ouverture macroscopique du canal du Fallope. Et ce résultat a été comparé avec un scanner post-opératoire avec mesure de l'épaisseur osseuse restant sur le canal des Fallope. Donc le résultat, alors d'abord le nerf facial à la fin de la voie d'abord était stimulé à 0,03 mA dans l'ongle pointu CBLE. Cela veut dire que la voie d'abord n'a pas
endommagé le nerf facial. Dans le groupe 1, nous avons localisé la stimulation à 3 mA dans le aditus adentrum, et quand on baisse la stimulation, bien sûr, on se rapproche du canal du Fallope, et cette stimulation était au contact de la coque osseuse du labyrinthe postérieur, notamment du canal sémicirculaire latéral et postérieur. En ce qui concerne donc les résultats pour le groupe 2, avec une intensité de stimulation de 1 mA, l'épaisseur du canal mesurée par le radiologue était de environ 1 mm. Et avec 2 déhiscences radiologiques notées, mais sans aucune déhiscence macroscopique constatée en péropératoire. Et chose importante, c'est que l'exposition avec ce seuil, avec ce valeur de stimulation, permettait une bonne exposition du conduit auditif interne et de l'empreinte cérébelleuse qui ne nécessitait pas un fraisage du canal du Fallope supplémentaire. En ce qui concerne le groupe 3, donc à la fin de la voie d'abord classique, du fraisage classique de la troisième portion du nerf facial, l'intensité de stimulation était de 0,6 en moyenne milliampères, et l'épaisseur du canal était notamment réduite avec une moyenne de 0,46 mm. Il y a eu bien 9 déhiscences radiologiques et 2 observées par le chirurgien en péropératoire. Alors, ce qui est important aussi comme observation, c'est qu'une déhiscence ne veut pas forcément dire une paralysie faciale, mais c'est une situation qui doit être reconnue pour justement ne pas entraîner une atteinte ultérieure du nerf facial. Donc, les conclusions de cette étude, c'était que cette fraise stimulante était une outil sûr et efficace dans la chirurgie otologique et otoneurologique, et que la valeur de 1 mA, en fait, c'était la valeur de sécurité, entre guillemets, qui nous permettait d'être assez proche du facial sans l'ouverture du canal du Fallope. Bien sûr, d'autres conclusions de cette étude, c'était que l'utilisation de cette fraise réduisait la durée de la voie d'abord, et aussi la courbe d'apprentissage, parce que ça nous permet de localiser en permanence le trajet du nerf facial. Et comme j'ai dit précédemment, nous sommes en train de coupler cette stimulation en continu du nerf facial à la navigation. Alors, j'ai une petite vidéo qui montre en vrai comment ça marche. Ici, vous voyez la stimulation à 3 mA qui se produit au niveau de l'aditus adentrum. Je suis désolé, il n'y a pas de son, mais vous pouvez voir ici le ventre postérieur du digastrique qui bouge en rapprochant le nerf facial. Ici, on est à 2 mA, et vous voyez ici que le ventre postérieur du digastrique est stimulé. Donc à 2 mA, nous avons une stimulation au niveau du labyrinthe osseux postérieur. Et à 1 mA, on peut voir en transparence que le nerf facial commence à apparaître. Donc, nous avons aussi essayé de coupler ces deux, notamment la navigation pour effectué au laboratoire, donc une implantation invasive. Ce travail a été publié par notre équipe en 2011. Le but, c'était de simuler donc une implantation cochléaire avec par un fraisage en ligne droite sur le guidage du digipenteur, qui cette fois-ci était couplé à la fraise. Donc, nous avons étudié la faisabilité, la trajectoire et la précision du digipointeur. Nous avons aussi dû mettre en place un autre système de récalage pour l'os temporal. Bien sûr, on ne peut pas utiliser le récalage classique surfacique. Et nous avons utilisé donc des fraises de 5 mm jusqu'à 2 mm au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'endroit de la tympanotomie postérieure et de la cochléostomie. Et ici, vous voyez une petite vidéo
qui montre donc la progression de la fraise dans la mastoïde, dans la tympanopotomie postérieure et vers la zone de la fenêtre ronde, ce qui permet aussi de calculer la trajectoire de notre fraisage. Ici, une autre vidéo avec une reconstruction de l'endroit d'insertion de le porte-électrode. Donc ici, vous pouvez très bien voir la trajectoire du porte-électrode jusqu'à la pénétration dans la cochlée. Et donc, dans les autres temporaux que nous avons utilisés, l'insertion a été effectuée dans tous les 5 rochers. Et une fois que le rocher a été disséqué, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de lésion du nerf facial et ni de le canal de Fallope. Donc, tout ça pour ce qu'on va vers une chirurgie donc robotisée. Donc vous pouvez voir ici un prototype d'un système qui s'appelle le Robotol, qui est un outil d'assistance robotisée et qui est conçu pour l'autologie. Et dont nous sommes en train de développer, c'est maintenant la 3e version du robot pour atteindre la robotisation de la chirurgie autologique. Donc en conclusion, pour la précision de la navigation, nous sommes descendus à des valeurs tout à fait compatibles avec la chirurgie de la base du crâne, avec les modifications de la vis et du capteur ancrage osseux. C'est quelque chose qui est facile, une utilisation assez facile une chirurgie péritranspétreuse. Le couplage en monitorant du nerf facial, nous sommes en train de le développer, comme aussi bien que le couplage au Robotol pour une chirurgie complètement robotisée. Je vous remercie pour votre attention. Bien, là, comme en fait, tout ceci amène à un avenir qui n'est pas très éloigné, de pouvoir faire une chirurgie, de passer de la chirurgie ouverte mastoïdienne à une chirurgie fermée et robotisée pour arriver à implanter ces patients avec quasiment sera actuellement en hôpital de jour et avec une sécurité absolue. C'est ce que le travail de ces 5 dernières années où on a travaillé dans toutes les différentes directions, avoir un navigateur qui soit dans les précisions qui nous intéressent, c'est-à-dire inférieur à 0,5 mm, et on est en train d'y arriver, avoir un couplage avec le monitorage du facial, avoir un couplage avec l'imagerie, ce qu'on est en train de faire, et avec le robot que l'on a mis au point pour la chirurgie autologique. Donc on a essayé de travailler dans toutes les directions parce que le temps m'était compté et que je ne pouvais pas attendre que chaque étape soit résolue pour passer à la suivante. Donc on a essayé de travailler en parallèle. Bon, si vous avez des questions ou des commentaires, Daniele est à votre écoute. Quand vous intervenez, donnez votre nom pour l'enregistrement. Qui veut prendre la parole ? Non, je voulais poser une question en termes de coût potentiel, parce que là on est dans la recherche, donc il y a des investissements qui sont évidents, mais est-ce qu'on peut penser que une fois que ça sera tout à fait au point et standardisé, ça soit des systèmes de navigation qui sont très lourds, moyennement lourds, relativement légers au point de vue coût, au point de vue fabrication ?
En fait, maintenant, nous utilisons le système électromagnétique qui n'a pas de consommable. En fait, donc ça, c'est quand même, pour le coût de l'hôpital, c'est quelque chose qui est très, très important. Mais nous avons aussi ouvert et nous cherchons aussi à utiliser d'autres systèmes de navigation, notamment pour le couplage péropératoire, pour l'imagerie péropératoire. C'est vrai que cela peut augmenter le coût pour la sécurité sociale, mais en termes de réduction de la morbidité et notamment aussi des durées d'hospitalisation, c'est quelque chose qu'il faut aussi compter. Donc, je pense qu'on sera plutôt gagnant en allant vers cette robotisation. Et les firmes qui fabriquent ces différents éléments sont comme par exemple en orthopédie ou en urologie, où c'est des startups françaises qui sont en train de mettre au point ces systèmes. Ou est-ce que c'est du matériel étranger que vous utilisez ? On a du matériel français, notamment le Dish Pointer, c'est du matériel français. En ce qui concerne la stimulation, c'est plutôt un matériel étranger. Oui, c'est électronique, oui, tout à fait. Parce que là aussi, enfin, l'intérêt de toutes ces recherches, c'est d'aboutir à la fabrication en France. Je disais en orthopédie, en urologie, par exemple, il y a des systèmes robotisés actuellement qui correspondent à des startups françaises qui vendent à l'étranger. Je pense qu'on doit, en tant que chirurgien, essayer de favoriser ces éléments-là parce que ça a des conséquences économiques plus intéressantes. Georges Casanova. Ça n'est pas une question, c'est simplement un commentaire sur l'utilisation des robots. C'est qu'on voit petit à petit qu'il y a une différenciation. Il va y avoir des robots pour la chirurgie viscérale, de la chirurgie ORL, pour l'orthopédie aussi, étant donné les problèmes de retour de force, et que tout ça, ça doit entrer en ligne de compte dans le prix de revient de la chirurgie robotique, qui est probablement beaucoup plus élevé qu'on ne l'imagine actuellement pour l'avenir. À travers ces robots, il y a aussi une possibilité de mutualisation du matériel, comme l'arrivée sur la plateforme où on est maintenant à la Pitié à Babinski. Il y a l'appareil de navigation couplé à l'image qui sera utilisé par l'ensemble des équipes, qu'elles soient neurochirurgicales, otologiques. Donc je vois même aujourd'hui un suremploi de cet appareil si on l'utilise constamment. Donc on est à la phase vraiment de translation entre prouver la faisabilité de la navigation. Alors on est un peu en retard par rapport aux autres, mais il a fallu... on est dans un endroit qui est éloigné, profond, et il a fallu trouver la précision. Donc ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est acquis. D'un autre côté, le couplage à l'image, et on a maintenant des scans plans qui sont en fait, pour le neurochirurgien, c'est l'IRM au bloc du pauvre, mais pour nous, c'est essentiel. Et un scan plan que l'on peut utiliser va nous permettre d'insérer l'électrode quasiment sous le scanner. En plus, la précision de l'image fait que on va pouvoir de prédire le trajet de l'électrode est faisable. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour choisir l'électrode que l'on veut. C'est-à-dire la longueur, la courbe que l'on veut lui donner. Et ça, on l'a en notre possession. On ne l'utilise pas encore parce qu'on n'est pas assez nombreux et parce que c'est un peu le challenge des prochaines années. Et, j'espère que l'université avait l'air de me suivre de ce côté-là, c'est de faire rentrer les ingénieurs au bloc opératoire pour pouvoir nous aider dans notre gestuelle quotidienne et dans la programmation de nos interventions. Donc là, tous ces éléments entre le laboratoire et l'application au bloc, pour l'instant, je trouve que ça avance à grands pas. Chaque étape arrive à une vitesse grand V. Et les startups, on y a pensé de mettre des startups, mais après, il reste à savoir s'il vaut mieux créer une start-up avec... bon, c'est bien d'être un entrepreneur, mais déjà être chirurgien, c'est une difficulté. Mais être en plus un chef de petite entreprise,
Alors c'est vraiment cumuler tous les emmerdements. Et je me demande si le choix que j'ai fait est d'aller vers des compagnies. Il se trouve qu'on a de la chance dans l'implant cochléaire d'être avec des compagnies qui maintenant reversent leurs bénéfices dans des développements et sont prêts à prendre ça à leur charge. Et donc on brevette, on aura les brevets, ça on a compris. Il a eu 5 ans et c'est pas si simple parce que j'avoue que la découverte du brevet était aussi un monde qui m'a stupéfait. C'est d'une complexité et INSERM Transfer était très fort dans les médicaments, mais en matière de robots, je pense qu'on leur a appris beaucoup. Mais voilà, donc nous on s'est trouvé dans une situation où on avait à la fois la possibilité de réfléchir, la possibilité d'agir au laboratoire et la possibilité d'avoir un industriel derrière nous. Et bon, ça, c'est une situation de rêve, donc on a profité pour starter sans aller à Hop. Non, mais absolument. L'important, c'est les brevets, en effet, que les brevets restent... Tout ça, ça permet de voir que les blocs opératoires de demain, ils vont être totalement différents. Parce que ça va être l'objet d'une session de l'Académie nationale de chirurgie à la fin de l'année. Mais il est évident qu'on voit que dans toutes les spécialités, il y a la création de nouveaux outils qu'il va falloir intégrer et qu'il va falloir mutualiser. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'entre les spécialités, on s'aperçoit de temps en temps qu'il y a des outils fabriqués pour certaines spécialités qui peuvent être transposables à d'autres spécialités. Merci beaucoup.